Hello, 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 hello. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un autre preview pour ce qui est de la saison 2023-2024 de la LNH. Et cette fois-ci, on s'attaque aux Preds. Et les Preds ont un nouveau visage quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé du côté des Prédateurs de Nashville comparativement à la saison dernière, puisque bon, on va commencer avec, bien entendu, il faut souligner le tout. David Poile, qui était là depuis les débuts de l'organisation dans la LNH, le directeur général a décidé de prendre sa retraite. C'est un homme qu'on a vu bâtir une équipe souvent sur une identité très offensive, mais avec des défenseurs de qualité. Alors cette identité-là semble quand même persister parce que c'est assez intéressant ce qu'on a du côté de Nashville. On mise quand même beaucoup sur les défenseurs, mais il en reste pas moins que David Poile a jamais réussi à gagner la Coupe Stanley et ça, c'est un problème. Un point qui est un point plutôt négatif concernant les Prédateurs, c'est qu'on a manqué les séries pour la première fois, je pense que c'est en 9 ans, là, je ne suis pas certain à 100%, mais en tout cas, c'était la première fois depuis longtemps qu'on a manqué les séries l'année passée. Bon, on rapatrie un homme de la place puisqu'on se rappelle très bien avoir connu Barry Trotz en tant qu'entraîneur-chef du côté des Prédateurs de Nashville. Il a été là quand même plusieurs saisons. Mais là, cette fois-ci, il revient en tant que directeur général et il aura comme entraîneur-chef Andrew Brunette, qu'on a connu par le passé. C'était avec les Panthers de la Floride, je me rappelle bien. Alors, c'est du nouveau au niveau de l'organisation, au niveau de la direction. Est-ce qu'on perd à 100% l'identité? Ça, c'est le temps qui va nous le dire. Un point qui est intéressant qu'on a du côté de Nashville, c'est que tu as des prospects pas pires. Tu as des prospects vraiment pas pires qui pourraient peut-être éclore dès cette année puis changer complètement le visage de cette organisation-là, qui n'a pas mal fait quand même la saison dernière, malgré le fait qu'on a manqué les séries éliminatoires. Pour la saison 2022-2023, les Prédateurs de Nashville, c'est 42 victoires, 32 défaites, 8 défaites en prolongation, donc 42 victoires pour 40 défaites, 92 points, on a manqué les séries de très peu. On a terminé 10e dans la conférence de l'Ouest et 18e dans la Ligue nationale, on ne participe pas aux séries. Et là, c'est là où ça devient intéressant, les statistiques générales, puisque vous allez voir que c'est clairement pas la meilleure des équipes, mais pourtant, il était dans la course aux séries. Pourquoi? On s'en reparle. Une moyenne de buts marqués de 2,72, ce qui représente la 28e attaque au niveau de la LNH. Une moyenne de buts accordée de 2,88, ce qui représente la 12e défensive dans la LNH. Un avantage numérique à 17,6%, dis-je bien, c'est la 27e avantage numérique de la Ligue. Et un désavantage à 82,6, c'est le 6e désavantage de la Ligue. On comprend donc qu'au niveau défensif, on est plus solide. Mais est-ce que c'est vraiment juste le niveau défensif? Les Prédateurs de Nashville ont eu la chance de compter sur un gardien de but en or une fois de plus. Et je parle bien évidemment ici de Juuse Saros qui a connu une saison exceptionnelle et il a réussi à garder cette équipe-là en course pour les séries éliminatoires et ça jusqu'à la toute fin. Il y a plusieurs départs par contre qui sont des départs importants qu'on a connus du côté des Prédateurs de Nashville. On pense entre autres à nos deux joueurs de centre, Ryan Johansson ainsi que Matt Duchene qui ne seront pas de retour cette année. Dans le cas maintenant de Matt Duchene, on est quand même passé d'une saison de 86 points en 2021-22. Bon, là, c'est 56 points en 71 matchs. Ça n'a pas été sa meilleure saison, mettons. Mais quand même, c'est un joueur qui était là depuis longtemps. Sinon, on a perdu aussi Ryan Johansson qui est parti du côté du Colorado. Euh, Mathias Ekholm, qui est un défenseur que moi j'affectionne beaucoup, qui lui a quitté en fin de saison les Prédateurs de Nashville. Il a été transigé aux Oilers d'Edmonton. Dans le cas de Mathias Ekholm, par contre, c'était plus compliqué cette année. C'était 18 points en 57 matchs. Disons que ses statistiques offensives ont un peu monté quand il est arrivé à Edmonton. D'ailleurs, je souligne ici l'erreur que j'avais faite. C'est bel et bien Barry qui était passé d'Edmonton et non TJ Brody. Fait que je suis désolé pour l'erreur que j'ai faite dans ma vidéo des Oilers d'Edmonton. Alright, le meilleur en termes de buts aura été Matt Duchene la saison dernière avec 22 buts. Le meilleur en termes de points aura été Roman Juuse, quand même une popée de drop, là. 59 points l'année passée. Il était dans les 90 points l'année d'avant pour ce qui est de Roman Juuse. Je me souviens pas avec exactitude, là, mais il avait connu vraiment une saison offensive de fou. Puis là, ben, 96 points la saison d'avant, 59 points l'année passée. Fait que ça a été un peu plus compliqué, mais quand même, il en reste pas moins que c'est le défenseur le plus offensif de l'organisation. Alors, le meilleur défenseur du côté des Prédateurs de Nashville sur un point de vue offensif, 67 matchs, 59 points plus 5 pour le vétéran Roman Juuse. Alors, maintenant, je vous invite sur le site alacoupe.ca pour retrouver un texte de notre chroniqueur Anthony Saint-Amand, les trois espoirs les plus proches d'atteindre la LNH chez les Prédateurs de Nashville. Et je vous le dis, il y a une belle brochette, il y a une belle brochette d'espoir du côté de Nashville. Fait que c'est intéressant. Alors, je vous invite sur le site alacoupe.ca, les trois espoirs les plus proches d'atteindre la LNH chez les Prédateurs de Nashville, signé par Anthony Saint-Amand. Notre premier espoir qu'on va aller voir, c'est Luke Evangelista, un ailier droit de 21 ans, choix de deuxième ronde en 2020.
2020. Pour sa part, c'était sa première saison au niveau professionnel. Puis disons qu'il n'a pas raté son entrée. Dans la Ligue américaine, 49 matchs, 9 buts, 32 passes et 41 points. On avoisine les 1 point par match. Et je répète, première saison professionnelle pour Evangelista. On l'essaye dans la LNH, 15 points en 24 matchs. Dans le cas d'Evangelista, on a bien paru au niveau des Prédateurs de Nashville l'année dernière. On a très bien paru dans la Ligue américaine. C'est un joueur qui est un joueur réputé comme étant très intelligent et c'est un gars qui est très tenace dans son jeu. Il n'abandonne pas. C'est un homme qu'on peut voir dans l'alignement partant dès cette année, peut-être même dans le top 6. J'y crois fortement. Par la suite, on a... Nashville ont quelque chose avec les gardiens, hein? On a connu Pecorine, là on connaît UC Saros, puis on est tellement confortable avec UC Saros qu'on était prêt à échanger notre espoir gardien, Yaroslav Askarov. C'est un gardien de but de 21 ans, choix de première ronde en 2021. Dans son cas, à lui, il évoluait dans la KHL, c'était sa première saison en Amérique du Nord l'année dernière, en 48 matchs, une moyenne de 2,69 et 911 d'efficacité. Askarov, c'est un gardien de but qui est rapide, athlétique et spectaculaire à voir quand même. Alors, c'est un gardien de but qui pourrait faire le show, mais on a quand même déjà UC Saros qui a 28 ans, il est dans son prime. On n'est pas pressé du tout du côté de Nashville. On est confortable à un point tel même que des insiders très crédibles dans la LNH ont mentionné que Barry Trotz aurait proposé Askarov dans une espèce de melting pot de transaction lors du dernier repêchage dans le but de repêcher dans le top 5. Ce qui fait donc que on est tellement en confiance avec Saros qu'on n'a pas besoin nécessairement... On ne va pas le monnayer contre rien, là, mais Askarov, c'est un excellent gardien de but qu'on a du côté de Nashville. Fait que, au pire, on le garde puis on va avoir un excellent gardien de but. Alors, Askarov pourrait peut-être faire le saut dans la LNH cette année, mais on n'est quand même pas à plein de niveau gardien de but du côté de Nashville. Le troisième espoir, c'est Joachim Kimmel, un ailier droit de 19 ans, choix de première ronde en 2022. Pour plus de détails sur cet espoir, je vous invite sur le site alacoupe.ca, le texte Les 3 espoirs les plus proches d'atteindre la LNH des Prédateurs de Nashville, signé par Anthony Saint-Amand. Par la suite, je vous invite également sur le site alacoupe.ca pour télécharger la toute première édition du magazine pré-saison LNH à la Coupe. Vous allez retrouver les 32 aperçus des 32 organisations ainsi que les espoirs les plus proches d'atteindre la LNH pour chacune des équipes. Le téléchargement, il est gratuit. Alors, le magazine première édition, excusez-moi, du magazine pré-saison à la Coupe LNH, disponible gratuitement sur le site alacoupe.ca. Maintenant, on va y aller avec ce qui est un alignement projeté, mais on s'entend, là, je veux dire, il y a eu beaucoup de changements à Nashville, fait que j'ai joué quand même beaucoup, et j'y ai été avec ce que moi j'affectionne plus particulièrement, c'est-à-dire mélanger des vétérans avec des jeunes. Perso, c'est quelque chose que j'aime bien. On a fait l'acquisition du joueur de centre Ryan O'Reilly, dans son cas à lui, il évoluait du côté des Maple Leafs de Toronto, 30 points en 53 matchs l'année passée pour ce qui est de Ryan O'Reilly. C'est un joueur de centre gros gabarit, très responsable, qui est capable d'apporter une touche offensive. C'est une belle acquisition qu'on a faite, surtout considérant qu'on a perdu Duchesne puis qu'on a perdu Johansson. Je pense qu'on est en business quand même du côté de Ryan O'Reilly. Alors, c'est un centre qui est un centre numéro 1 que je fais évoluer avec notre joueur qui était le joueur à plus haut talent là, dans les dernières années, Philippe Forsberg. 42 points en 52 matchs l'année passée, donc quand même bonne saison pour ce qui est de Philippe Forsberg, et qu'on fait jouer avec notre espoir, Luke Evangelista. Je suis confiant, il va s'adapter, puis il va performer. Voilà! Dans le cas de Evangelista, c'est 15 points en 24 matchs du côté de Nashville dans la LNH l'année dernière. En termes de deuxième ligne, cette fois-ci, ben là, on a un petit bonhomme qui est assez surprenant, je vous avouerai. On va commencer par le vétéran Nyquist, 27 points en 51 matchs l'année passée. Il est âgé de 34 ans. Dans son cas, à lui, c'est une valeur sûre, tout simplement. C'est un gars qui est responsable et qui est quand même rapide sur patin. Mais là que je fais jouer avec le joueur de centre Novak. Et ça, c'est un gars qui sort un peu de nulle part dans son cas à lui. Tommy Novak est à sa deuxième saison au niveau de la LNH. C'est pas un gars qui fracassait tout. Il avoisinait à peu près les 1 point par match dans la Ligue américaine. Il arrive dans la LNH, 43 points en 51 matchs. Là, je suis comme pas 100% en confiance. Je le mets quand même sur mon deuxième trio parce qu'il a connu une bonne saison offensivement l'année passée. À 26 ans, il est dans son prime.
Est-ce que ça va se maintenir? Je ne sais pas. Mais avec la saison qu'il a connue l'année passée, je me dis, on lui donne sa chance et je le mets comme centre de deuxième trio. Ce qui va me permettre de laisser un peu plus de temps à Cody Glass qui prend du temps à se développer. Cody Glass que je vais garder sur ma troisième ligne. Alors, je reste avec Novak sur ma deuxième ligne que je fais jouer avec le jeune Tomasino. Dans son cas, à lui, il est âgé de 22 ans. Il a joué un total de 31 matchs dans la Ligue nationale, 18 points avec les Prédateurs de Nashville. Au niveau de la Ligue américaine, encore là, on avoisine les 1 point par match. Il y avait 32 points en 38 matchs. Fait que c'est un joueur à caractère offensif, un jeune joueur. Fait que c'est ça que je trouve intéressant. Tu sais, j'ai quand même un vétéran en Nyquist que je fais jouer avec un middle age puis un jeune. Fait que ça, je trouve ça intéressant. O'Reilly qui est vraiment un vétéran. Ben, Forsberg, O'Reilly qui sont des vétérans que je fais jouer avec mon très jeune. Un bon espoir ici, l'Evangelista. Fait que je trouve ça intéressant comme mélange de vétérans et de jeunes pour Nashville. Fait que je trouve que c'est une expérience qui serait à essayer. Par la suite, en termes de troisième ligne, j'y vais avec Trinin, 24 points en 77 matchs. Un peu décevant. Je pense que c'est un gars que, en tout cas, moi, je m'attendais à un peu plus de production offensive de sa part, puis le développement ne va pas dans ce sens-là. Cody Glass, qui est jeune encore, 24 ans, mais encore là, lui aussi, je trouve qu'il prend du temps à se développer dans le cas de Cody Glass. 35 points en 73 matchs l'année passée. Et Keffer Sherwood, 13 points en 32 matchs la saison dernière. Lui, je me suis surtout fié à son temps d'utilisation. On a l'air de bien l'aimer en termes d'attaquant du côté de Nashville. Fait que, ben, quand je dis bien l'aimer, on s'entend, là, pas nécessairement première ligne, là, mais on semble apprécier son travail. Fait que je l'ai mis sur ma troisième ligne. En termes de quatrième ligne, lui, il va m'en vouloir un peu, par exemple. Là, c'est Parssinen. Dans son cas, c'est un joueur de centre que je fais jouer à l'aile. Bon, écoute, il y a 22 ans dans le cas de Parssinen, 25 points en 45 matchs l'année passée. C'est quand même relativement bien pour sa saison au niveau de la LNH. Mais c'est parce que Colton Sisson, dans son cas à lui, 30 points en 82 matchs, il a plus d'expérience. Sisson, là, on parle d'un joueur de 29 ans qui peut jouer à l'aile comme il peut jouer au centre. Fait que moi, ce que je me dis, c'est on peut faire une alternance entre les deux, puis de temps en temps mettre un à l'aile, de temps en temps mettre l'autre à l'aile. Fait que comme ça nous donne un certain jeu, ça l'enlève un peu de pression sur mon centre de 22 ans. Puis à ce moment-là, lui, ça va lui donner plus d'outils pour pouvoir monter de ligne. Tu sais, exemple, monter sur la troisième. Il n'y aura pas nécessairement besoin d'être au centre. Il pourra être utilisé à l'aile aussi. Fait que je pense que pour son développement, ça peut être intéressant. Et là, j'ai mis ici Denis Gurianov, qu'on a connu un petit peu à Montréal. On avait abandonné sur lui du côté de Dallas. C'est 17 points en 66 matchs la saison dernière pour ce qui est de Gurianov. C'est un joueur qui est un joueur à caractère offensif, mais qui, disons que l'effort n'est pas tout le temps là. C'est un joueur quand même relativement fort, qui a un certain potentiel offensivement. Âgé de 36 ans, il commence à être tard un petit peu pour se développer pour ce qui est de Gurianov. Fait que c'est peut-être sa dernière chance dans la LNH. Ceci dit, il y aura toujours la possibilité d'aller jouer en KHL si jamais ça ne marche pas. En termes de scratch, j'y vais avec Smith et Jankowski. Maintenant, au niveau des défenseurs. Les défenseurs sont assez intéressants du côté de Nashville, puis on a toujours eu cette espèce de mentalité-là du côté de Nashville, de mettre un défenseur offensif avec un défenseur plus défensif, et ça, je trouve ça quand même intéressant. Je pense que c'est un bon melting pot à avoir. Là où c'est quelque chose que je suis peut-être un petit peu moins friand, par contre, c'est qu'on a un nouveau défenseur qui est Shen, qui lui nous arrive du côté de Toronto. Dans le cas de Shen, c'est 22 points 70 matchs l'année passée, âgé de 33 ans. C'est un défenseur qui est un défenseur d'expérience, puis qui va faire office de défenseur défensif pour jouer avec notre capitaine Roman Jussi. Roman Jussi, 59 points en 67 matchs, on le connaît très bien. Là, je veux dire, c'est un défenseur très offensif. J'ai bien aimé ce que j'ai vu de McDonough avec Roman Jussi. Ça a été la paire de défenseurs peut-être la plus utilisée l'année passée du côté de Nashville, parce que McDonough est quand même beaucoup responsable défensivement. Un vétéran d'ailleurs, McDonough, de 34 ans. Mais McDonough est naturel à gauche et non à droite. Fait que je me suis dit, on va mettre naturel UC à gauche, naturel McDonough à droite, naturel Shen à droite et naturel Barry à droite. T'sais, fait on va respecter les côtés naturels des gars. Mais si jamais ça ne marche pas, McDonough il est prêt à y aller sa première paire. Moi, j'en suis convaincu. Alors, j'y vais avec Roman Jussi, avec Shen sur ma première paire. Par la suite, Ryan McDonough, 20 points en 71 matchs l'année passée. C'est un défenseur surtout défensif. Bon leader dans son cas, lui. Que je vais jouer avec Barry, c'est 55 points en 85 matchs. Vous me comprenez bien. 85 matchs. Donc, il a joué plus de matchs que les équipes de la LNH. Mais en fait, c'est tout simplement qu'il a été transigé puis que je pense qu'il avait manqué aucun match avec les Oilers. Fait que bref, dans son cas, à lui, c'est une bonne saison offensive, mais dans le cas de Barry, on passe d'une équipe très offensive, les Oilers, à une équipe peut-être un peu moins offensive. Il a gardé un ratio points par match à peu près similaire, mais je ne suis pas 100% confiance que sa production offensive ne sera pas affectée. Peut-être qu'elle ne sera pas, mais les Oilers, c'est quand même très offensif. Fait que
Peut-être que ça va diminuer un peu. Peut-être que ça va se maintenir, j'y souhaite. Mais en tout cas, il reste que défenseur offensif avec McDonough défensif. Je trouve que ça fait un beau mélange de ce côté-là. Et par la suite, en termes de troisième paire, j'y vais avec le Québécois William Carrière, 9 points en 43 matchs l'année passée. Et Dante Fabro, 11 points en 79 matchs, âgé de 25 ans, Fabro. Un défenseur mobile intéressant. En termes de scratch, j'y vais avec Jérémy Lauzon, qu'on a connu ici du côté du Kraken de Seattle. De mémoire, je pense qu'il avait commencé à Boston, si je ne fais pas erreur, dans le cas de Jérémy Lauzon. Fait que, on a des défenseurs qui sont tous des défenseurs dans leur prime actuellement du côté de Nashville, ce qui fait qu'on a une défensive qui est mature. Et ça, ben, c'est intéressant parce que les défenseurs, c'est triste un peu à dire, mais quand ils sont plus jeunes, des fois, les prises de décision laissent un peu plus à désirer. Fait que là, dans le cas présent, on a UC à 33 ans, Shen à 33 ans, on a McDonough à 34, Barry à 32, Carrière qui est mi-vingtaine, 26, Fabro qui est mi-vingtaine, 25. Donc, on a des défenseurs qui sont tous matures et ça, c'est quelque chose qui est à l'avantage de nos gardiens de but. Et on a des gardiens de but qui sont bons en plus de ça du côté de Nashville. Fait que c'est sûr que ça nous aide au niveau du style de jeu plus défensif, là, puis le désavantage numérique, puis les moyennes de but accordées pour ce qui est de Nashville. En termes de premier gardien, ça c'est le fun. La structure des gardiens en Nashville n'est pas à contester, elle est simple à faire, c'est ça, puis c'est tout. On a un partant, Saros, on a un auxiliaire, Lenkinen, puis on a un gars qui va monter éventuellement, Askarov. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas vraiment de débat à avoir. Dans le cas de UC Saros, il a connu une excellente saison encore une fois l'année passée. 64 matchs, on parle vraiment d'un gardien de but partant. C'est pas un tandem qu'on a du côté de Nashville, mais pas du tout. 2,69 de moyenne et 919 en termes d'efficacité. 2,69 de moyenne dans une équipe qui accorde 2,88. On comprend que lui, il contribue à l'amélioration de la moyenne générale de l'organisation, qui est déjà bonne. Fait que, je vous l'avais dit tantôt, je pense que c'est 6e, si je ne fais pas erreur, là, en termes de défensive dans la ligue. Moyenne de but compte, 12e. Bon, j'ai extrapolé. Bon, on est à peu près milieu. Mais en tout cas, bref. Elle est quand même pas mauvaise, la moyenne de but accordé, 2,68 et 2,69, mais 919 d'efficacité. C'est très bon pour ce qui est de Saros. Ensuite de ça, on a Kevin Lankinen. Dans son cas, à lui, c'est 19 matchs l'année passée du côté de Nashville. 2,75 de moyenne, 916 d'efficacité. C'est très bon aussi. Puis c'est un gardien de but en tant que tel qui se plaint pas de ne pas avoir trop de matchs. Fait que, bref, on a un excellent tandem de gardiens de but. Tant que ça reste en santé, tout ce beau monde-là, c'est parfait. Puis sinon, ben, on peut toujours faire appel à notre jeune Yaroslav, ouais, c'est ça, Yaroslav Askarov, qui lui un match dans la LNH. Fait qu'on ne peut pas en peur. 4,21, 886 d'efficacité. Il a essentiellement joué dans la Ligue américaine. Donc, on lui a juste donné le goût de la LNH. Je vous rappelle que dans le cas de Askarov, il y a 2 ans, il était dans la KHL. Fait que là, c'est ses débuts en Amérique du Nord. On y va doucement avec lui, puis c'est bien correct comme ça. Fait que bref, c'est une organisation qui a quand même changé, à mes yeux, beaucoup. Parce qu'on a perdu quand même des noms qui ont eu beaucoup d'impact par les années passées en Duchesne, en Johansson, en Ecombe. Fait que, il y a eu des changements, puis je sais pas à quel point les jeunes vont être capables de relever ça. Fait que c'est une équipe qui, théoriquement, aurait dû être en séries éliminatoires, mais qui a eu de la misère un peu. Moi, je dirais que les Prédateurs de Nashville, d'après moi, ils ont un peu de manque d'expérience, mais ils ont une défensive et des gardiens très très solides. Fait que c'est une équipe qui devrait être dans la course aux séries éliminatoires, mais je ne leur assure pas une place en séries éliminatoires pour ma part à moi. Mais je pense quand même que le futur est bright du côté de Nashville, puis on fait bien les choses. On prend notre temps avec nos jeunes. C'est une équipe qu'on parle pas beaucoup par rapport au développement, mais quand même, ils vont relativement bien. Fait que ça va être intéressant de voir ce qui va se passer avec nos jeunes, là, entre autres, là, Tommy Sano avec Evangelista. Novak, moi, je suis curieux. Je suis juste curieux parce qu'il est vraiment sorti de nulle part, Novak. Fait que ça va être à suivre quand même en termes d'organisation, mais d'après moi, c'est une équipe qui va courir pour une place en série. Alors, d'après vous, est-ce que les Prédateurs de Nashville se sont suffisamment améliorés pour dire on retourne en séries éliminatoires? Est-ce qu'ils vont continuer à descendre un petit peu plus bas? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. On n'oublie pas de faire un petit j'aime à la vidéo et de la partager parce qu'un maximum de hockey fans pour jaser de hockey, c'est toujours plus plaisant. Et puis sinon, bien, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche parce qu'il y a d'autres vidéos qui s'en viennent pour les aperçus de saison 2023-24 de la LNH. Un gros merci d'avoir regardé cette vidéo et on se revoit très bientôt.